Ok, donc bonjour tout le monde. Donc moi je m'appelle Tanguy et donc aujourd'hui avec Gabriel on va vous présenter comment exploiter des traces d'exécution pour s'aider dans le reverse engineering. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc certains d'entre vous ont déjà peut-être fait du reverse engineering sur des machines virtuelles. Donc quand je dis machine virtuelle, c'est pas VMware ou quoi que ce soit, c'est des interpréteurs. Donc pensez par exemple Python, Lua qui sont des machines virtuelles. Donc le problème de ces machines virtuelles, c'est que ça va émuler un processeur et du coup, bah, ça va être assez dur à analyser parce que c'est comme analyser un autre processeur. Sauf que on va pouvoir, avec notre technique, optimiser ceci pour le rendre l'analyse de VM plus facile. Donc, comment ça va se dérouler? Donc, on va capturer tout d'abord des traces d'exécution avec des inputs différents. On va analyser ces traces pour essayer de reconstruire une représentation abstraite du programme, qu'on va ensuite lifter, donc convertir en bytecode LLVM, pour ensuite l'optimiser et le retransformer en un exécutable qui va faire la même chose. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une trace d'exécution? Alors, une trace d'exécution, c'est l'historique de l'état de votre machine pendant qu'elle exécute un programme. Donc ça va être la liste de toutes les instructions qu'elle exécute. Donc on a plusieurs... oui, pardon. Donc à quoi ces traces vont servir? Donc ces traces, elles n'ont pas une utilité définie. C'est-à-dire c'est vraiment des données brutes, et c'est après ce que vous allez en faire qui va les rendre utiles ou pas. Donc vous pouvez aller faire, je vais vous montrer, on peut faire de l'analyse sur plein de choses différentes avec. Donc une première utilité, c'est le code coverage. Donc si vous regardez par exemple les repositories en ligne, le plus souvent vous allez voir, ils ont des petits badges qui affichent mon code, il est couvert à 96%, 97%. Donc ça montre quel pourcentage de la code base est utilisé lorsque la personne fait tourner ses tests. Donc ça montre quelle est la couverture des tests sur l'ensemble du code. Donc une trace d'exécution, c'est simple. On fait tourner nos tests en enregistrant la trace d'exécution. À la fin, on prend l'exécutable, on compare et on dit ah bah tiens, il y a tel pourcentage de code qui a été utilisé, utilisé par les tests. Ensuite, on peut faire du reverse engineering. Donc là, j'ai un petit exemple pratique. Donc là, c'est une machine virtuelle, du coup. Une machine virtuelle qui était hier à la nuit du hack. Donc j'ai capturé une trace d'exécution. Donc vous pouvez le voir, là il y a des hit count. Donc ça montre combien de fois chaque bloc a été exécuté. Et il se trouve que cette machine avait un mot de passe qui faisait 37 caractères. Donc la machine virtuelle, c'est un exécutable strip avec la lib standard C++ linkée en statique dedans. Donc un code qui faisait 5 mégas. Donc pour s'y retrouver là-dedans, j'ai juste fait une trace d'exécution. J'ai retrouvé un bloc qui faisait 37, qui avait un hit count de 37. Et puis le challenge était fini. Donc c'est plutôt utile au lieu de se faire tout le code, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctions. Donc là, un autre exemple de trace sur un programme lambda, qui est un peu plus complète parce qu'elle va tracer l'exécution et les statuts des registres. On peut même l'améliorer avec les statuts de la mémoire. Ce qui va être assez utile si vous voulez par exemple faire du data flow analysis, donc regarder où est-ce qu'une valeur est initialisée et où est-ce qu'elle va arriver à la fin. Donc là par exemple, si on regarde RBX par exemple, la deuxième instruction, il va changer sur celle d'après. Donc on va pouvoir tracer l'évolution des données dans le programme. Et après on peut être encore plus créatif avec, parce que comme je l'ai dit, c'est des traces qui sont brutes, donc on en fait ce qu'on veut. On peut vraiment les utiliser pour tout et n'importe quoi. Donc là, j'ai vu deux projets assez intéressants. Donc le premier, c'est Griffin. Donc c'est un projet de recherche Microsoft qui va viser à implémenter ce qu'on appelle Control Flow Integrity. Donc c'est en gros une protection contre les exploits qui va faire qu'un programme, normalement, il va suivre un pattern de code. Donc c'est un graphe. Le code est un graphe. Et Control Flow Integrity, ça va vérifier que votre code
l'exécution ne sorte jamais de ce graphe. Par exemple, s'il y a une vulnérabilité, ou enfin voilà, si quelqu'un essaye vraiment de casser votre machine. Et donc eux, ils ont fait un module kernel qui utilise des traces d'exécution pour vérifier que ça sort pas que les exécutables sont pas hackés. Et le deuxième, c'est HENET. Donc c'est à peu près le même concept, détecter avec des traces d'exécution, pareil, control flow, mais sauf qu'ils vont utiliser du deep learning pour faire leur tambouille. Donc maintenant, comment capturer une trace? Parce que voilà, là j'ai parlé de traces, mais je vous ai pas dit comment les obtenir. Et c'est pas forcément le plus simple. Parce que pour que ça soit utilisable, il faut que la trace soit rapide quand même à obtenir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas lancer un ls et revenir 4 heures après. C'est pas super perf. Donc il y a plusieurs méthodes pour capturer des traces. Donc la première, c'est ptrace. Alors ptrace, ça marche, mais ça marche mal. Donc c'est un syscall qui va contrôler un process. Donc vous allez pouvoir lui envoyer des commandes pour le debugging, donc lui dire continuer, obtenir les registres. Et on peut faire du single step à travers tout le code. Donc ça veut dire que bon, à chaque fois qu'on exécute une instruction, on doit faire un syscall. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc c'est vraiment extrêmement lent et pas opti du tout. La deuxième manière, c'est les émulateurs. Donc les émulateurs, c'est vachement pratique. Parce que comme vous allez avoir un processeur qui va être émulé, vous pouvez juste vous mettre dans la boucle d'exécution des opcodes, par exemple, et vous allez pouvoir juste tout dump dans un fichier. Donc c'est super parce que vous allez pouvoir débugger n'importe quoi, sans mettre de breakpoint. C'est vraiment très facile à faire, vous pouvez prendre presque n'importe quel émulateur et mettre quelques lignes de code pour faire le taf. Et vous pouvez facilement l'étendre pour dumper de la mémoire ou même faire des trucs un peu plus fous ou que des instructions. Tout est possible avec ça. Le problème, c'est que c'est pas forcément super. C'est-à-dire qu'il faut que l'émulation soit vraiment parfaite. Sinon, des fois, vous allez avoir des petites incohérences qui feraient que vos traces ne seraient pas forcément bonnes. Ensuite, on a une méthode qui est une des plus répandues quand même, c'est l'instrumentation dynamique. Donc ça, c'est énormément utilisé. Donc les outils, vous connaissez peut-être Valgrind du coup. Il y a Dynamo Rio et Pintool qui eux vont prendre votre programme, vont le désassembler, vont ajouter du code à l'intérieur pour dire hey, j'ai exécuté tel bloc et vont le recompiler. Donc ça recompile tout votre programme pendant qu'il tourne. Donc c'est lourd, mais c'est extrêmement rapide. Et il y a une dernière méthode qui est quand même mieux, c'est le tracing hardware. Donc les processeurs assez récents, ils bénéficient de ce qu'on appelle des PMU, donc, qui sont vraiment des modules pour observer ce que fait le processeur. C'est-à-dire c'est un monitor. Donc par exemple sur les processeurs Intel, vous avez Intel PT, donc processeur trace, et sur ARM, vous avez CoreSight. Donc ce qui est pratique avec cela, c'est qu'ils peuvent vraiment tout tracer, et il n'y a pas le même problème d'infidélité au niveau de l'émulation qu'il y a avec les émulateurs. C'est-à-dire comme c'est le processeur qui l'implémente lui-même, normalement il n'y a pas de souci. Et ça peut tout tracer. Donc userland, kernel et hyperviseur, tout. Et c'est extrêmement performant. Du moins avec Intel Processor Trace, on a à peine 5% de perte de performance quand on trace. Mais le petit problème, c'est que c'est dur à utiliser. Parce que c'est des API vraiment brutes qui vont prendre des adresses physiques dans la mémoire, donc il faut faire son propre module kernel si on veut vraiment s'amuser avec. Et comme c'est extrêmement rapide pour remplir la mémoire, eh ben, il se peut qu'on perde des morceaux de traces, ce qui n'est pas pratique si on veut quelque chose qui est assez précis. Et les traces aussi produites sont extrêmement compressées. Donc ça veut dire qu'il faut les enregistrer et après il y a tout le surcoût de les décompresser en plus pour récupérer les données. Donc moi pour mon projet, j'ai fait la partie tracing, j'ai utilisé deux API. Donc j'ai utilisé ptrace, histoire de débugger même si c'est lent, et Intel PT. Donc dans le principe c'est assez simple. Ce qu'on veut récupérer nous, c'est la liste des instructions. Donc on pourrait single step, ça marche, c'est pas perf. Mais ce qu'on peut aussi faire, c'est essayer de se mettre en haut d'un bloc de code, parce que le programme il est divisé en des blocs dans lesquels l'exécution n'est jamais stoppée. Donc si par exemple vous avez un if et à l'intérieur vous avez un bloc de code, normalement peu importe ce qui se passe, tout votre if, tout le bloc à l'intérieur va être exécuté. Donc c'est ce qu'on appelle des basic blocks.
Donc au lieu de récupérer toutes les instructions, on peut juste récupérer l'adresse des basic blocks. Parce que de toute façon, ça devra passer par toutes les instructions du bloc. Donc là, c'est ce que je fais avec ptrace. J'utilise une feature qui n'est pas forcément documentée, qui s'appelle ptrace single block, qui au lieu de faire du single step fait des steps de blocs. Donc ensuite, on a juste à tout désassembler, récupérer les jumps, et normalement, ça se passe. Ensuite, il y a Intel PT, donc c'est le tracing hardware. Donc pour ça, j'utilise indirectement un outil, c'est perf sur Linux, qui permet de très facilement récupérer des traces. Ce qui se passe, c'est que je perds beaucoup de traces, donc faut limiter perf à un seul cœur, pour pas qu'il y ait de problème de plusieurs cœurs qui veulent écrire en même temps dans le buffer, que le buffer soit rempli et du coup qu'ils doivent virer les traces qu'il y a en trop. Parce que PT enregistre tous les cœurs en même temps. Ce qui est pas mal, mais dans notre cas, qui n'est pas forcément très optimisé. En format de trace, j'utilise quelque chose qui est très simple. J'utilise juste un magic, un nombre de tuples, qui sont l'adresse du jump et l'adresse de destination. C'est tout ce dont on a besoin pour trouver les basic blocks. Et ensuite, les mappings mémoire, qui sont importants après quand on va vouloir récupérer, quand on va vouloir intégrer dans un autre outil notre trace. Ça va nous permettre de récupérer le code. Parce que là, je ne stocke pas le code, je stocke juste des adresses. Donc là, en tant qu'exemple, j'ai fait un petit plugin Ghidra. Donc vous produisez une trace, et puis ensuite, il vous commente le nombre de fois où les blocs ont été exécutés. Donc tout simplement, il va juste foutre des petits comments et ça marche. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser Gabriel vous parler de la deuxième partie, qui est le lifting et l'optimisation du coup des exécutables. Merci. Ok. Du coup, toutes ces traces, elles vont servir à un truc, ça va être on va essayer de lifter ce code en représentation intermédiaire à l'LVM. En gros, lifter, c'est prendre du code natif, donc du code machine, et de le retranscrire en gros en représentation intermédiaire à l'LVM, qui est en gros un espèce d'assembleur un peu haut niveau, enfin un peu plus haut niveau que ce dont on a l'habitude de manipuler, et qui peut ensuite, en théorie, être traduit en n'importe quel assembleur réel, enfin natif d'une architecture. Du coup, pour pouvoir faire ça, Maxema, qui utilise une bibliothèque qui s'appelle Remil, qu'on utilise pour lifter, ils ont besoin en gros d'informations sur les fonctions. Dedans, on peut dire que l'unité, c'est le basic block, et dans ces basic blocks, il va y avoir des instructions. Okay. Et je vais parler plus tard des cross-reference, mais je voulais l'écrire là parce que c'est un des trucs dont il a besoin. Oui, j'ai ça. Ok, du coup, moi, à partir des traces que je vais récupérer avec le tool de Tanguy, en gros, je vais avoir deux passes pour générer mon CFG, c'est le control flow graph. Du coup, c'est vraiment un graphe qui va représenter tous les basic blocks et comment ils sont liés entre eux, qui peut suivre qui et qui peut précéder qui, en gros. Et du coup, on a une première passe où on va prendre sa trace, du coup littéralement tous les basic blocks les uns à la suite des autres qui ont été exécutés, on va les désassembler et on va les mettre dans un graphe. Vous pouvez voir ce graphe du coup comme une version aplatie du vrai control flow graph. En gros, c'est littéralement à la suite tout ce qui a été exécuté, et ensuite on va avoir une deuxième passe qui va créer le vrai CFG qui en gros va passer sur les basic blocks qui ont été décompilés linéairement, et qui va détecter quand il y a des basic blocks qui reviennent plusieurs fois pour dire que c'est par exemple une boucle, et on va recréer la boucle. J'ai un exemple après qui rend ça plus simple à voir. En gros, ça c'est une toute petite partie d'un énorme graphe linéaire qui sort, mais et du coup il faut imaginer qu'il y en a vraiment des milliers et des milliers, et dans l'idée là on se rend compte que ce basic block là c'est le même que celui-là, et celui-là c'est le même que celui-là, et en fait ça c'est la condition d'une boucle en fait. Et du coup quand on s'en rend compte, on peut les colorer entre très gros guillemets, et à partir de ça on peut régénérer la loupe. Je crois que celui-là il n'était pas sur la slide d'avant, mais dans l'idée voilà. Ouais, celui-là non plus, c'était ces trois-là. Mais voilà, et du coup à partir de ça, on peut déduire la vraie loupe et avoir un vrai control flow graph qui ressemble à quelque chose et qui va représenter toute l'exécution de notre binaire. Ok. Une fois qu'on a ça, on a du coup tous les basic blocks et comment ils sont liés entre eux, mais on n'a aucune idée de où sont les fonctions, combien il y a de fonctions, quelle est leur taille et quels basic blocks appartiennent à qui, en gros. Du coup là, on s'est inspiré
et on a utilisé beaucoup un tool super intéressant qui a été développé par un doctorant aux Pays-Bas qui s'appelle Nucleus. Et en gros, c'est un truc qui fait la détection de fonctions. Et du coup, une fois qu'on a désassemblé avec toutes les infos qu'on avait de la trace de Tanguy et qu'on a régénéré le CFG, on se retrouve avec un truc qui ressemble à ça du coup. Okay, du coup, tous les trucs, toutes les arêtes qui sont en pointillés, c'est les calls et le reste, c'est les arêtes intra-procédurales. C'est toutes les arêtes au sein d'une même fonction, mais ça, on ne le sait pas encore. Du coup, la première étape du truc, ça va être de retirer tous les calls. Et du coup, on se retrouve avec des petits clusters de basic blocks qui sont du coup connectés que par des arêtes qui, en théorie, sont dans la même fonction. Du coup, on se retrouve avec ça. À partir de là, on peut partir de l'entry point qu'on a, parce que c'est le début de la trace. Et récursivement, on peut parcourir le graphe en ayant réintégré les edges de call. Et du coup, en faisant ça, on peut détecter l'entrée des clusters et donc isoler toutes les fonctions et leurs entry points. À partir de ce moment-là, du coup, une fois qu'on a toutes les fonctions, on a les blocs qui sont dedans parce que c'était tout le but du truc, quoi. Du coup là, on peut aller désassembler toutes les instructions qui sont à l'intérieur. Du coup là, on va avoir besoin d'une information capitale qui sont les xref. En gros, les xref ou cross-reference, dans l'idée, c'est toutes les choses dans votre code qui vont faire référence à un autre endroit de code. Que ce soit un call à une fonction ou set une variable globale, enfin tout. Dans l'idée, tout ce qui va être un symbole en fait, dans votre binaire ou dans les libs qui vont être chargés. Du coup, grâce à la fin de la trace de Tanguy, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais il gardait aussi les mappings grâce à ça, et les flags des mappings, si c'était mappé en read-write ou en read-execute, on peut du coup dire à peu près, ok, ça c'était du code, ça c'était de la data, et à partir de ça, on a tout ce qu'il faut pour faire tourner M6MA. Maxima, pardon. Du coup, une fois qu'on a ça, on peut savoir si c'est de la data ou du code pour les références, et si c'était interne ou externe. Dans l'idée, lui, honnêtement, il ignore à peu près toutes les cross-references vers des trucs externes, et du coup, c'est pas très grave si on se trompe un peu. C'est surtout pour les choses qui sont internes à notre binaire qu'il faut être juste. Du coup, à partir de ce moment-là, le lifting, ça marche, on peut le réoptimiser, et on peut rebuild un binaire, qui en théorie sera plus simple que ce qu'on avait à l'origine, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même le but. Du coup, on se demande quand même qu'est-ce qui pourrait vraiment mal se passer sur ce genre de truc. Et là, on se met un peu à pleurer, parce qu'on veut décompiler ce qui a été régénéré. Et en fait, bah, ça c'est la main. Voilà. Du coup, c'est complètement illisible. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est plus compliqué que ce qu'on avait au début, même si vous ne l'avez pas vu intuitivement. Le code, enfin, notre exemple ressemblait à quelque chose, quoi. Du coup, en lisant tout ça, on se rend compte qu'il y a, dans l'idée, deux gros problèmes. Oui, voilà. Parce que finalement, ça rend le code assez obfusqué quand on le lit comme ça. Mais du coup, en vrai, honnêtement, il y avait deux gros problèmes. Les deux problèmes, c'est premièrement que quand on va lire ou écrire dans la mémoire, en fait, je ne sais pas si on le voyait sur les exemples, mais Rémil, enfin Maxima va... ok, non, on ne le voit pas dedans, mais en gros, à chaque fois qu'on va lire ou écrire dans la mémoire, il va générer un call à ce qu'il appelle une fonction intrinsèque, et c'est des fonctions qui vont représenter en gros des groupes d'instructions d'assembleur du style read byte, read word, read quad word ou write, voilà. Et le problème, c'est que toutes ces fonctions, elles sont dans une lib à part et elles ne sont pas inlineables. Et donc, en fait, Clang, quand on rebuild le binaire, n'est pas capable de optimize out tout le state qu'on voit là. Parce que là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que Maxima, il génère presque un espèce d'émulateur x86, et ce qu'il fait, c'est qu'il a une énorme structure qui va représenter tous les registres de notre processeur, enfin, qui va représenter l'état de notre processeur, et en fait, il va faire avancer le programme à la main. Du genre,
par exemple, si on veut pop quelque chose, bah, il va littéralement décrémenter le truc qui représente RSP dans sa structure et puis faire un appel à read pour aller lire la valeur qu'il y avait. Voilà, donc c'est assez peu optimisable. Et du coup, le deuxième problème, c'est justement le fait qu'il y ait tout ce state, en fait, qu'il y ait cette structure et qu'il fasse avancer le truc à la main. Jusqu'à un certain point, ça a du sens que ça a été fait comme ça, parce que de base, Maxema, ça sert pas du tout à ça. C'est un truc qui a été créé pour pouvoir run des bibliothèques d'une certaine architecture A sur une architecture B sans avoir le code source du truc. Du coup, ça a du sens que ce soit presque un émulateur, mais ça complique quand même notre tâche. Du coup, la première chose qu'on peut faire pour optimize out le state, en théorie, ce serait de, en gros, à chaque fois qu'on a une fonction qui va être exécutée, ce serait nous d'avoir un wrapper autour qui va créer un state. Du coup, là, c'est un state extrêmement réduit, mais dans l'idée, on pourrait faire pareil avec tous les registres, de set les bonnes valeurs pour faire l'appel de fonction. Là, c'est les deux arguments, enfin les deux paramètres, pardon, de la fonction qui fait la somme des deux, quoi. Et puis faire un appel qui va modifier le state, et puis tout va bien se passer. Du coup, on a été obligé d'écrire ça en IRLLVM directement. Du coup, un exemple crafté à la main, ouais, voilà. C'est ça. Du coup, ça, c'est juste le wrapper. C'est pas le code de la fonction elle-même, c'est juste le code qui va setup les arguments. Du coup, en gros, c'est l'équivalent de ce qu'il y avait en C. Hein. On va allouer un struct, on va prendre un pointeur sur RDI, RSI, on les set, et puis ensuite on call la fonction et puis on récupère la valeur de retour. Voilà. Quand on fait ça, et qu'on n'utilise pas la stack, enfin qu'il n'y a pas de lecture ou d'écriture en mémoire, on arrive à complètement optimize out le state et à retrouver du code natif extrêmement court, enfin vraiment exactement ce qu'on voulait. Sauf que du coup on a toujours le deuxième problème de si on va lire ou écrire quelque part, lui il va émettre un call à un truc qui n'est pas inlineable, donc toute la fonction ne sera pas inlineable et donc on ne pourra pas optimize out tout notre state. Du coup ça c'est un peu l'état où on est actuellement. On est en train de se dire que du coup tout va bien se passer et qu'on va hacker très fort et écrire une passe d'optimisation custom dans Clang, soit. Mais du coup oui, le but ce serait vraiment de inliner toutes ces fonctions qui ont été marquées comme non inlineable SVP, ne les inlinez pas. Cela étant dit, ça pourrait bien se passer dans le sens où le fait qu'elles ne puissent pas être inlineable, probablement, c'est parce que ça va créer des problèmes au runtime. Et dans l'idée, nous, on s'en fiche un peu parce que le but, c'est pas de l'exécuter à la fin, c'est vraiment juste de l'analyser. Donc, on est en train d'essayer d'écrire notre propre passe d'optimisation qui va s'intercaler dans le lifter lui-même une fois qu'il a lifté le code pour pouvoir le retravailler et générer du coup ce wrapper que j'ai écrit à la main de manière complètement automatisée. On a quelques problèmes parce que la documentation LLVM est très vaste. Mais voilà, et je pense qu'on peut dire en conclusion de ce projet qu'en soi ça avait l'air d'être une bonne idée et en théorie ça pourrait super bien marcher. Je ne sais pas si c'est potentiellement parce qu'on s'y est mal pris, mais là tout de suite ça semble être plus complexe que prévu pour ce qu'on va en ressortir. Mais c'était vraiment extrêmement intéressant de bosser là-dessus et une bonne partie de le faire bien ferait intervenir, réécrire une grande partie de Maxema ou Remil, voire d'écrire notre propre lifter à la main, quitte à ce qu'il supporte moins de trucs. Et je pense que c'est le moment, si vous voulez, de poser des questions, si vous en avez. Allô ? Ah d'accord. Est-ce que vous avez demandé aux gens de MCCMA/Remil s'il y a une bonne raison pour laquelle c'est pas inlineable? Vous avez mis des hypothèses, mais est-ce que vous avez validé? Je lui ai posé la question et il m'a littéralement dit qu'il ne voyait pas vraiment pourquoi ça ne le serait pas, mais que là ça marchait comme ça et en gros, apparemment Remil c'est un peu legacy et il a supposé qu'en fait ils vont juste plus y toucher. D'ailleurs c'est encore à l'LVM 4, donc ils sont un peu late.
Mais dans l'idée, franchement, moi, en tout cas, de ce que j'ai lu de leur code, et ça ne veut pas dire grand-chose, je vois pas pourquoi ça créerait un problème. Est-ce que vous avez juste essayé dans le générateur de d'écrire une classe à la main, dans le générateur qui génère le code, faire en sorte juste qu'ils ne mettent pas de mainline? Ouais, en fait, on a essayé de faire un truc qui est pire. C'est-à-dire qu'on a pris les sources de LLVM. Et oui, non, c'est sale, mais ça devrait marcher. Ouais, on a pris les sources de LLVM, on a pris les passes d'optimisation, et on a fait un gros grep sur Remil, donc les impérations intrinsèques, et on a dit force inline ça, même si c'est marqué no inline. Donc maintenant, il faut voir, apparemment il y a des problèmes au niveau du build LLVM, mais ça pourrait marcher, en théorie. C'est-à-dire qu'on pourrait juste ignorer le inline et le force inline, à la main. Oui, il faudrait aussi... C'est plus facile de patcher la mine, just saying. Non, mais non, pour avoir notre propre phase d'optimisation, là c'était juste parce que... Oui. Pardon. Ouais. Non, mais on pourrait carrément avoir le faire proprement et avoir une vraie passe d'optimisation qu'on aurait écrit nous-mêmes. C'est juste que là, en l'occurrence, quand on l'a fait, c'était il n'y a pas très longtemps, et du coup, on s'est juste dit, ah bah si on check que c'est ce nom-là et qu'on lui dit inline, est-ce que ça va bien se passer? Et la réponse est non, du coup. Le problème, ça a plus l'air d'être que Remil génère des fonctions marquées comme le inline, alors que ça devrait pas être le cas. Donc ça me paraît plus facile de juste faire en sorte que la situation change, plutôt que d'écrire une passe d'optimisation LLVM. Parce que bon, c'est vrai que ça va être vachement intéressant, vous allez sûrement apprendre plein de trucs, c'est cool. Par contre, bon, ben, si le but c'est d'arriver le plus possible à un truc qui marche, c'est pas sûr que ce soit le plus optimal. Mais en tout cas, bah, merci pour votre presse, c'était intéressant. Merci pour la presse, c'était super cool. Juste, vous avez comparé avec d'autres lifters, genre LLVM, Microsoft aussi. Pardon, j'ai pas entendu. T'as pas entendu. Vous avez testé d'autres lifters du coup à part Maxima, genre vous avez l'LVM, Microsoft et tout? Non, on n'a pas testé. Je sais qu'il y a Red Deck qui marche pas mal, mais il me semble qu'ils n'ont pas de support pour le 64 bits en x86. Il me semble. Du coup, c'est Là, et Microsoft aussi, ça pourrait être marrant de regarder, du coup, comparer un peu. LLVM Toll. LLVM, Ouais. Non, je t'avoue, on n'a pas trop regardé. M6MA, ça avait l'air bien. Ils avaient du support pour ce qu'on a utilisé. Du coup, ça avait l'air cool. Oh merde. J'ai pas bien compris ce que vous essayez d'inliner là. On parle des calls de remil, read machin, etc. Oui. C'est des calls à une lib externe. Oui. Oui, mais du coup, comment on inline un call vers un point .so à côté? Non, mais en théorie, on pourrait se passer de cette lib externe. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est pourquoi vous n'avez pas bêtement pris les intrinsèques, enfin toute la lib, et vous l'ajoutez dans votre TU, bêtement. Une fois qu'elle est ajoutée dans la TU, c'est inlineable. Ça va même tomber en marche, de la même manière que ce qu'on avait fait pour le state. Non? À Oui. tester, on verra. Ok, mais on peut... Il y a une question sur le stream qui est vous ne dites pas dans les slides où sont les sources de votre projet. Est-ce qu'elles sont sur GitHub quelque part? Non. Non. Il y a une autre question, quelqu'un qui dit Red Deck supporte x64 depuis avril. Voilà, c'est Grande tout. nouvelle. Ok. Ouais, vous parlez un peu d'un Exode CTF. Est-ce que vous avez essayé de le faire tourner sur du vrai malware ou des projets un peu plus gros qu'un Exode CTF? Non, les exemples qu'on a utilisés au début, c'était un vieux Hello World tout nul qui n'était même pas dans une VM. Ensuite, on a voulu essayer avec un interpréteur de Brainfuck qui printait juste Hello World pour voir si on pouvait récupérer les putchars ou je sais pas exactement comment était implémenté la VM, mais le code natif, quoi, enfin du vrai C, quoi, enfin sans tout le Brainfuck autour. Et là, en ce moment, on est en train de travailler sur une VM que Tanguy a écrite qui a juste, c'est du add mul sub div et qui print des trucs. Voilà. Après, ouais, le problème, c'est qu'au niveau du tracing, il va très mal supporter tout ce qui va se modifier en mémoire. C'est-à-dire, par exemple,
sur le projet de Microsoft, ils avaient Griffin, donc avec le Control Flow Integrity. Ils avaient essayé de le faire sur Firefox avec du code qui génère du code just in time, mais ils ont dû modifier Firefox au niveau de la génération de code pour que ça marche. Parce que le problème, c'est quand on a un truc qui sonne pack, ça veut dire que directement, au moment où il sonne pack, on doit pouvoir capable de suivre et de remarquer les modifications qu'il y a en mémoire. Sinon, on n'arrive pas à repérer les blocs. Et ça, avec, par exemple, avec ptrace, ça doit être possible. Avec un émulateur, oui, difficilement. Avec un émulateur, ça le fait. Mais le problème, c'est avec Intel, par exemple, Processor Trace ou Tracing Hardware, c'est que finalement, à la fin, on a la trace, on a le nom du fichier qui a été mappé et son adresse. Mais si jamais il a généré quelque chose en plus au runtime, ça va être extrêmement compliqué de le récupérer pour avoir des données qui ont du sens. D'autres questions? Ouais, j'ai une autre question. Vous parliez du coup d'une VM brainfuck, mais du coup, est-ce que vous êtes arrivé à optimiser les résultats ou pas? Non, c'est pour ça en fait que on a réécrit la VM qui fait pas grand chose, enfin qui fait pareil, parce qu'en fait le brainfuck faisait beaucoup d'écriture et de lecture en mémoire. Et du coup d'abord on voulait tester que l'histoire d'avoir un wrapper autour des registres, ça fait que c'est bien optimized out. Et maintenant du coup on doit justement tester sur des lectures et enfin sur du code qui génère ces calls. Et du coup à ce moment-là on pourra vraiment tester sur la VM de brainfuck. D'accord, merci. Bah merci beaucoup du coup.